Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant selon moi et qui a même un fort potentiel, hein. Là, pour l'instant, je vais faire un épisode sur la sécurité des infrastructures critiques, mais vous allez voir que ça mérite quand même, peut-être même d'approfondir encore plus et pourquoi pas de faire des scénarios, hein, critiques pour voir un peu ce qui pourrait se passer si on se fait attaquer. Il y a une petite palombe là qui chante voilà, depuis quelques semaines puisqu'elle a son petit bébé. Donc je ne peux pas la déplacer, je ne peux pas enlever le nid, donc je vous prie de m'excuser si vous l'entendez de temps en temps. Il me semble qu'elle ne chante pas quand je parle. Ah non, oui, elle est toujours en train de chanter. Allez, c'est parti. Donc la définition déjà et l'importance, hein, des infrastructures critiques, c'est déjà c'est des systèmes et des actifs essentiels, hein, pour le fonctionnement de la société et puis de l'économie. Ça inclut donc les réseaux électriques, les systèmes de communication, les approvisionnements en eau, les infrastructures de transport et les services de santé. La protection de ces infrastructures, elle est cruciale donc parce que leur perturbation, en fait, elle pourrait avoir des conséquences énormes et graves sur la sécurité nationale, la stabilité économique et même la qualité de vie des citoyens. Alors, les infrastructures critiques sont vraiment vulnérables, hein, et il y a une variété de menaces qui pourraient, on va dire, les menacer directement. Il y a déjà les cyberattaques, les attaques physiques, les catastrophes naturelles, les erreurs humaines. Mais les cyberattaques en particulier, ça représente quand même une menace qui est croissante et de plus en plus, avec des acteurs étatiques, hein, et non étatiques qui vont cibler les systèmes de contrôle industriel et même les réseaux de communication pour provoquer des perturbations ou même des dommages. Et ça peut être très dangereux. C'est pour ça que je vous dis que voilà, on peut ouais, développer un peu plus cet article. Mais bon, vous me le direz en commentaire si ça vous intéresse. Parlons un peu des technologies, des méthodes de protection, déjà. Tout d'abord, on a la sécurité des réseaux électriques. Donc, la sécurité des réseaux électriques, elle implique la protection des centrales électriques, des sous-stations, des réseaux de distribution, hein, contre les attaques et les pannes. Et ça inclut des mesures telles que la surveillance en temps réel, les systèmes de détection d'intrusion et la mise en œuvre, hein, de redondance pour assurer la continuité du service en cas de perturbation. Puis, nous avons aussi les systèmes de sécurité, hein, enfin, des sécurités de systèmes de communication, pardon, je vais y arriver. En gros, c'est les réseaux téléphoniques et internet, hein, qui doivent être protégés contre les cyberattaques et les interférences, physiques, et les méthodes de protection, elles incluent le cryptage des données, la segmentation, des réseaux et l'utilisation de pare-feux et de systèmes de détection des intrusions. Mais vous voyez, je vous avais fait un épisode sur, je crois, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais c'était sur donc, comment était connecté internet à travers le monde. Et là, selon moi, dans mon article que je vous ai créé, vous allez voir que dans les cas d'attaque, il y a personne encore qui a eu cette idée d'aller, au fond de l'océan et aller couper les câbles, quoi. Alors après, peut-être qu'ils ont aucun intérêt de le faire, mais ils pourraient le faire. S'ils voulaient vraiment, foutre le bordel, quoi, ils pourraient très bien aller au fond de l'océan et couper, toutes les connexions internet, les fibres optiques là qui connectent les continents entre eux. Bref, c'était une petite parenthèse, je referme. Donc il y a un cas d'étude, hein, qui est connu, hein, on va dire, très connu je pense, c'est l'attaque sur le réseau électrique ukrainien en 2015. Il y a une cyberattaque en fait, très sophistiquée, hein, qui a ciblé le réseau électrique ukrainien et ça a provoqué une panne massive, hein, et ça a touché des centaines de milliers de personnes et elle a mis en lumière la vulnérabilité, cette attaque, hein, des infrastructures critiques face aux cybermenaces et ça a incité de nombreux pays à renforcer leurs mesures de sécurité. Je vais vous mettre à la fin de l'épisode, peut-être que je le ferai dans l'épisode, j'ai retenu pour vous 10 autres cas qui ont vraiment existé et que peut-être que vous ne connaissiez pas. Parlons un petit peu de statistiques officielles, hein, vraiment rapidement. Il y a, selon le rapport de l'Agence de la cybersécurité et de sécurité des infrastructures, donc le CISA des États-Unis, en 2023, les attaques contre les infrastructures critiques, elles ont augmenté de 25% par rapport à l'année précédente, hein, avec plus de 70% des incidents impliquant des cybermenaces. Donc, vous voyez, la source c'est CISA, donc le CISA Annual Report 2023. Allez, donc du coup, avant d'entamer donc les prochaines sections, je vais quand même vous donner les 10 cas, hein, qui sont connus et selon moi que peut-être que vous ne connaissiez pas. Déjà, on a eu l'attaque sur le pipeline Colonial en 2021. C'est une cyberattaque, hein, par ransomware qui a ciblé le pipeline Colonial aux États-Unis.
Et ça a perturbé l'approvisionnement en carburant de la côte Est pendant plusieurs jours. Les attaquants, ils ont utilisé un logiciel de rançon pour chiffrer les systèmes informatiques du pipeline. Et ils ont exigé une rançon pour établir l'accès. Après, bien sûr, on a l'attaque, on a l'attaque aussi sur le réseau électrique ukrainien, donc je vous ai déjà parlé. Nous avons aussi la grande panne de New York en 2003. Donc c'est une panne massive qui a touché le nord-est des États-Unis et une partie du Canada. Et ça a laissé plus de 50 millions de personnes sans électricité pendant plusieurs jours. Donc vous imaginez, la panne a été causée par une série de défaillances dans les systèmes de gestion du réseau électrique. On a eu l'attaque sur les infrastructures de transport de San Francisco en 2016, donc encore une fois un ransomware qui a attaqué le système de transport en commun de San Francisco. Et ça a rendu les bornes de paiement hors service et ça a permis aux passagers de voyager gratuitement pendant plusieurs jours. Et les attaquants ont exigé une rançon pour déchiffrer les systèmes affectés. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était pas mal ça. Ensuite, on a l'attaque sur les installations d'eau de la Floride en 2021. Donc, il y a un hacker en fait qui a tenté de compromettre une usine de traitement de l'eau en Floride. Ça a augmenté les niveaux de soude caustique dans l'eau potable à des niveaux vraiment très dangereux. Et du coup, l'attaque a été détectée et puis stoppée, bien sûr, par un opérateur très vigilant. Ensuite, on a la cyberattaque sur les hôpitaux britanniques en 2017. Encore une fois, le ransomware WannaCry, peut-être que vous le connaissez, qui a frappé plusieurs hôpitaux du National Health Service, donc le NHS au Royaume-Uni. Ça a perturbé les services de santé et ça a forcé même l'annulation de nombreux rendez-vous et opérations. Et les attaquants, ils ont exploité une vulnérabilité dans les systèmes Windows. Après, vous avez l'attaque sur les réseaux de communication en Estonie en 2007. C'est une série d'attaques DDoS, en fait, déni de services distribués, qui ont en gros ciblé les réseaux de communication en Estonie. Et ça a paralysé les sites web gouvernementaux, bancaires et médiatiques. Vous imaginez ? Les attaques, elles ont été attribuées à des activistes, en réponse à une décision controversée de déplacer un monument de guerre soviétique. Après, vous avez l'intrusion dans le réseau électrique de l'Arizona en 2012. Il y a des hackers qui ont réussi à pénétrer le système de gestion de réseau électrique de l'Arizona. Ça a provoqué une panne qui a affecté plus de 30 000 foyers. Et les attaquants, ils ont utilisé des techniques de phishing, de phishing, je crois que ça se dit comme ça, pour obtenir des informations d'accès. Après, vous avez l'attaque sur les installations nucléaires iraniennes en 2010. Il y a le malware Stuxnet qui a été utilisé pour cibler les centrifugeuses des installations nucléaires iraniennes. Et ça a provoqué des dégâts importants et ça a ralenti le programme nucléaire du pays, quoi. L'attaque, elle a été largement attribuée aux États-Unis et à Israël. Et après, dernièrement, vous avez, le dernier exemple que j'ai pour vous, c'est l'attaque sur les infrastructures de santé à Singapour en 2018. Il y a une cyberattaque qui a compromis les données de santé de 1,5 million de patients à Singapour, et y compris celles du Premier ministre même. Les attaques, elles ont exploité en fait une vulnérabilité dans les systèmes de gestion des dossiers de santé électronique. Allez, passons à la troisième section, la politique et puis la régulation. Donc en gros, vous avez plusieurs cadres réglementaires. Il y a de nombreux pays qui l'ont mis en place pour protéger leur infrastructure critique. Par exemple, aux États-Unis, il y a la loi sur la cybersécurité des infrastructures critiques, donc le CISA, qui impose des exigences strictes en matière de protection des systèmes critiques et le signalement des incidents de sécurité. On a la coopération internationale. La protection des infrastructures critiques nécessite forcément une coopération internationale parce qu'il y a de nombreux systèmes qui sont interconnectés à travers les frontières. Et il y a des organisations internationales comme l'OTAN, donc l'Union européenne et l'ONU, qui jouent un rôle clé dans la coordination des efforts de sécurité et la mise en place des standards globaux. Ensuite, on a les initiatives de sensibilisation. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales, donc ONG, elles mènent des campagnes de sensibilisation pour informer les opérateurs d'infrastructures critiques et le public sur les meilleures pratiques en matière de sécurité. Et du coup, ces initiatives, elles incluent des formations, des exercices de simulation et la diffusion de guides de bonnes pratiques, quoi. Alors, un petit cas d'étude pour vous, il y a la directive NIS en Europe. La directive sur la sécurité des réseaux et de l'information de l'Union européenne a été adoptée donc en 2016.
et elle vise à améliorer en fait la cybersécurité des infrastructures critiques dans les États membres, et elle impose des obligations de sécurité et de signalement aux opérateurs de services essentiels et aux fournisseurs de services numériques. La source, c'est European Commission NIS Directive. Allez, passons à la 4e section, les défis et les perspectives futures. Alors tout d'abord, effectivement, la protection des infrastructures critiques, elle est confrontée à plusieurs défis, je pense que vous en doutez, et notamment la sophistication croissante des cyberattaques, le vieillissement aussi des infrastructures et la complexité même de la coordination entre les différentes parties prenantes. Et de plus, les ressources limitées et la nécessité de concilier sécurité et efficacité opérationnelle, ça complique forcément davantage la tâche. Les innovations technologiques, eh bien, celles qui sont émergentes, par exemple, telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, IoT ou la blockchain, ça offre forcément des nouvelles opportunités pour améliorer la sécurité des infrastructures critiques. Et ces technologies, elles peuvent aider à détecter les anomalies en temps réel, à renforcer la résilience des systèmes, et puis aussi à assurer une traçabilité transparente des opérations. Après, il faut parler aussi de la coopération et des partenariats. Ça aussi, c'est important. Il va falloir renforcer cette coopération entre les secteurs publics et privés. Et c'est essentiel, même, je dirais, pour améliorer la sécurité des infrastructures critiques. Et donc, les partenariats publics-privés, en fait, ils permettent de partager les informations, les ressources et les meilleures pratiques pour répondre aux menaces de manière plus efficace. Allez, comme d'hab, quelques stats officielles. Il y a un rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, de 2023, qui indique que les pays membres, ils ont investi à peu près 150 milliards de dollars dans la modernisation et la sécurisation de leur infrastructure critique au cours des 5 dernières années. Donc la source, c'est l'OCDE, Infrastructure Security Report 2023. Allez, donc on va conclure sur cet article, étant donné que je devais normalement vous donner des anecdotes et puis des cas, mais comme je vous ai déjà donné précédemment, et voilà, je ne vais pas en rajouter d'autres, à moins que vous me le demandiez en commentaire, et pourquoi pas, je me ferai un plaisir de refaire un petit épisode là-dessus. Quand on examine donc tous ces cas concrets et ces anecdotes historiques et tout ce que je viens de vous raconter, on peut déjà mieux comprendre un peu les défis et même les succès de la protection des infrastructures critiques. Et du coup, ces exemples, ils illustrent quand même la nécessité d'une action continue et coordonnée pour renforcer la résilience et la sécurité des systèmes vitaux. Donc, vous voyez, c'est un épisode vraiment, je trouve, qui était très intéressant à créer et même à raconter. Même quand je le relis, en fait, je me dis, putain, mais je pourrais améliorer ça, je pourrais améliorer ça. Je pourrais même développer encore plus et rentrer un peu plus dans le détail. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Ce sont des petits épisodes. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a bien plu. Pour le prochain épisode, pour ceux que ça plaira, j'espère en tout cas, ça sera la cryptographie et la sécurisation des communications. Vous allez voir que ça aussi, c'est un épisode qui sera passionnant. Passez une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.